Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par Celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec Celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leur performance et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser Celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.cellci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, donc Lucas Berger et Bastien Doenenck. Bonjour Lucas, bonjour Bastien. J'espère que Bastien, je n'avais pas écorché ton nom. Non, t'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Bonjour Alexandre. Hello Alexandre. Donc Bastien et Lucas, je vais vous demander de vous présenter, présenter aussi rapidement la société Grossroom pour laquelle vous travaillez. Qui veut commencer? Ouais, allez, je m'y prête. Du coup, moi, c'est Bastien, 28 ans. Je suis actuellement Head of Growth et partenaire chez Grossroom, qui est une agence de data et de growth marketing spécialisée dans l'acquisition et l'activation de leads B2B ou de vente e-commerce. On fait aussi bien le B2B et que le B2C. Nous, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait, il y a 3 ans, très peu de growth en France, beaucoup aux États-Unis. Donc, comment faire pour apporter cette expertise en France et couvrir 3 domaines d'expertise. Donc, en fait, on a 3 équipes en interne. Je te le fais vraiment très court. Une partie paid media, une partie prospection commerciale automatisée, tout ce qui va être outbound B2B, et une partie SEO et marketing de contenu. Et nous, l'idée, c'est au sein de ces 3 pôles de pouvoir piocher pour définir une stratégie sur mesure par rapport aux enjeux des clients. Et rapidement, pour mon parcours, avant de rejoindre Grossroom, il y a 2 ans, j'ai été premier employé d'une Legal Tech qui se porte toujours très bien, qui s'appelle Cabis maintenant, qui a changé 3 fois de nom. Petit coucou à eux, où j'ai appris toute la partie marketing et après j'ai géré toute la partie sales sur le pôle de formalité juridique. Ok, très bien. Alors tu as parlé de la partie sales, du coup je tends la perche à Lucas. Toi tu es Head of Sales, c'est ça Lucas? Exactement Alexandre, moi je suis Head of Sales, donc directeur commercial pour Grossroom. Et pour résumer un peu de la même manière que Bastien, presque 28 ans de mon côté, un parcours différent de celui de Bastien. Moi je suis issu à la base du monde du retail, à grosse dominante B2C. Finalement, j'ai été piqué par le virus du digital, du web. Donc j'ai commencé chez l'annonceur, puis ensuite en agence. Et du coup, en agence, j'ai enlevé cette casquette technicien et devenu totalement sales, le sales guy de la boîte. De fil en aiguille, du coup, travailler en agence média. Et aujourd'hui, du coup, Grossroom, comme tu le sais, avec du coup une très forte appétence, un cœur d'expertise, surtout le domaine publicitaire et le média de manière générale pour ma part. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci messieurs pour cette introduction. Aujourd'hui, on va parler de vente de services. Donc, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé dans le podcast. C'est vrai qu'on parle beaucoup de produits, notamment de logiciels dans le podcast. Donc, on va essayer d'aborder ce sujet de la différence entre vendre un service, vendre un produit, et comment performer dans la vente de prestations de services dans le B2B. Donc, déjà, première question, pourquoi vous vouliez me parler de ce sujet aujourd'hui? Qui veut commencer? Tu t'es lancé tout à l'heure, je me lance. Non, mais c'est que en fait, une bonne vente ou au minima le succès d'une vente, très souvent, il repose à la fois sur la connaissance globale des techniques de vente, mais aussi sur les spécificités propres à chaque type de vente. Et du coup, là, Alexandre, je m'explique, mais quand je dis chaque type de vente, on peut retrouver dans cet aspect général de la vente les différents
des éléments techniques tels que la connaissance de sa cible, etc. Mais cet aspect plutôt spécifique, propre à chaque vente, c'est, selon moi, il y en a autant que de types de vendeurs, que de types de business. Chaque vendeur est différent, etc. Sauf qu'il faut pouvoir s'adresser précisément à ce business. Tu vois, il y a de la vente à distance, de la vente en physique, du SaaS, du service, du produit, etc. Tant de sujets que tu as pu aborder dans ton podcast. Et si on veut faire une bonne vente, il faut maîtriser les techniques de vente et aussi les spécificités propres à ton type de vente. Et aujourd'hui, beaucoup de vendeurs sont bons ou mauvais, et certains sont bons dans un type et moins bons dans l'autre. Et c'est très spécifique de vendre de la prestation de service et qui plus est B2B. En fait, on se rend compte aujourd'hui, surtout, enfin, on écoute beaucoup de podcasts, et ce qui est surreprésenté, tu me diras, Alexandre, aussi peut-être ton sentiment, mais c'est la vente du SaaS. Le SaaS aujourd'hui est roi, surtout dans l'univers startup, et du coup, tu écoutes beaucoup de techniques sur comment gérer ton pôle de sales de 200 personnes, avec beaucoup d'automatisation, etc. Et en fait, on oublie qu'il y a quand même une grosse partie du business qui se fait via de la prestation de service. Donc, ce qui fait que, premier élément de différenciation, tu n'es pas scalable. On peut dire ce qu'on veut, tu peux aller très loin, tu peux avoir une belle courbe, tu n'es pas scalable vu que tu vends du temps homme. Donc ça, c'est la première problématique, puisque quand tu vends, tu vas avoir en tête, et ça, c'est un élément qui est hyper important dans la prestation de service, c'est que tu as déjà une personne en tête que tu vas staffer. Et du coup, tu as un peu, t'as un KPI qui est hyper intéressant, c'est un peu le taux d'occupation, le taux de staffing de tes ressources. Un peu comme si tu gérais un hôtel. Ce que tu n'as pas du tout dans le modèle SaaS, puisque tu es illimité, tu peux bombarder, à part un peu essouffler la roadmap des sales, des devs, pardon, ça ne te pose pas de souci. Donc, c'est vraiment de se dire, OK, déjà, je dois réussir à vendre, mais je dois aussi voir d'un point de vue staffing opérationnel, est-ce que ça match au niveau de la ressource, de son emploi du temps, de ses compétences, et de lier les deux. Et ça, tu dois le faire en live de manière hyper rapide. Donc, tu as un scope qui, pour moi, est un petit peu plus large. Tu prends plus de paramètres en compte et ça, tu dois le faire hyper rapidement. Et c'est pour ça que ça nous paraissait hyper important de discuter un peu et d'échanger avec toi à ce sujet-là, puisqu'on n'en voit pas. Moi, j'ai rarement écouté de conseils sur du sales, sur de la presta, comment tu t'organises, comment tu vends, comment tu fais tes codes de découverte, tes disqualifications, hyper important. Plutôt que le SaaS où les ventes se ressemblent un petit peu plus, même si d'un SaaS à l'autre, ça peut être complètement différent au niveau du panier moyen, de la cible, du pricing, mais tu restes sur un module où tu vends le même module. Ouais. C'est vrai que ce sujet du SaaS, c'est un peu le sujet qui fait envie dans les médias, qui fait envie aux investisseurs, parce que comme tu l'as dit, c'est scalable. Donc scalable pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un produit que tu peux vendre des milliers de fois sans forcément augmenter le temps de travail derrière, hein. Ton logiciel, il est développé une fois, tu le vends. Alors que comme tu l'as dit, la prestation de service, tu vends des jours hommes, donc les hommes ne sont pas scalables comme le logiciel. Donc, vous avez commencé le sujet en m'expliquant la première différence entre vente de services, vente de produits. Est-ce que vous voyez d'autres différences fondamentales dans ces deux entités, produits, services? Est-ce qu'il y a d'autres choses Je que vous pense voulez apporter? carrément, et réponse un peu double de ce côté-là, mais le premier, c'est peut-être revenir juste déjà d'un point de vue de définition. Qu'est-ce qu'un service au final? Très vite, ça va illustrer la différence avec un produit ou autre. Le service, c'est tout simplement, je dois l'avoir même pas loin, premier résultat Google, parce que voilà, on ne se refait pas, capacité intellectuelle ou technique mise à la disposition d'une clientèle. Il correspond à un travail directement nécessaire au client. Là-dessus, on retrouve deux choses. Le premier, c'est qu'il y a un besoin, c'est nécessaire au client. Et ça, tu le retrouves par contre dans ce côté général, dans toutes les ventes. Il y a un besoin qu'il faut satisfaire. Peut-être là, la grosse spécificité, si on compare avec d'autres types de ventes, c'est on répond ou à un manque de compétences, donc c'est une technique qu'on apporte, ou alors ils ont la compétence et nous, ce qu'on leur fait gagner, c'est du temps. Et ça, peut-être que le produit, justement, rarement comble une compétence ou un facteur temps. Ouais, ça, c'est hyper important puisqu'on doit vite comprendre cet enjeu-là. Où est-ce qu'on se trouve? Quel pain point on vient combler? Je ne vais pas trop rentrer dans le sujet puisque c'est notre point numéro 2 sur comment faire l'école de découverte. Mais pour continuer ce que disait Lucas dans les différences, ça va être souvent aussi le processus. Aujourd'hui, en France, c'est compliqué de vendre du service. Alors, je ne dis pas que c'est compliqué dans le sens où on n'y arrive pas, on y arrive très bien, mais comparé à du SaaS, dans la mentalité française, vendre et acheter du temps et de l'expertise, on se dit souvent, j'aurais pu le faire une fois que c'est fait. Il y a encore
cette mentalité-là et on le partage avec d'autres personnes, d'autres agences, d'autres collectifs. C'est moins ancré en se disant je vais me dégager du temps et de l'expertise avec des gens qui le font mieux. Ouais. Alors c'est rigolo parce que moi donc j'ai toujours travaillé dans des boîtes de logiciels et j'ai plutôt dans ma tête l'image du SaaS qui met du temps quand même à être rentable parce que tu payes des développeurs, il faut trouver ton product market fit, etc. Vis-à-vis du service où pour moi tu es très vite rentable, c'est-à-dire tu peux partir tout seul, commencer à vendre ton temps et ensuite commencer à embaucher d'autres personnes. Mais peut-être que c'est une vision que j'ai qui est un peu erronée. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah non, je suis hyper d'accord avec toi. Ça, c'est le bon côté de la Presta. Et c'est pour ça que souvent, quand tu es freelance, tu te mets en Presta et tu ne vas pas développer ton logiciel. C'est que dès day one, tu peux être rentable. Et tu n'as pas cette notion, de devoir lever des fonds pour aller développer. Par contre, tu as une autre problématique, c'est ton BFR, ta trésor, qui est un point crucial. Là, je m'adresse à tous les free et toutes les agences, on le sait tous. Et les agences qui ne le savent pas encore vont le savoir très vite. C'est la gestion de la trésor qui est le nerf de la guerre sur cette partie-là. Mais effectivement, je te rejoins, Alexandre. C'est un plaisir et c'est un confort, en fait, de te dire tu vends quelque chose, tu es payé directement, c'est ton expertise. Même si on pourra en rediscuter, c'est quelque chose à étoffer. Ne pas rester sur la même expertise, ça te demande de l'apprentissage, d'évoluer. Et ça, c'est une vraie problématique, c'est de savoir où est-ce que tu vas te situer, sur quelle audience, quelle cible. Parce qu'au début, comme tu peux un peu tout faire, tu as envie de le faire auprès de tout le monde, à toutes les cibles. Et il faut vraiment avoir le courage de dire non et de cibler. Mais je te rejoins, c'est vrai que tu n'as pas ce côté dev. Si tu as envie de te lancer, en tout cas, la barrière à l'entrée, il n'y en a pas. Je pense, tu vois, en plus, Alexandre, tu évoquais le facteur temps, qui est peut-être parmi les choses non compressibles, non scalables, etc. Et c'est là où finalement, il y a du temps qui est pris. Une fois que c'est signé, bon, bah, ça va, ça roule, c'est un peu, il y a des rails, c'est ce que tu évoquais. Le facteur temps, il se met finalement dans l'avant-vente. Et c'est là où on tombe sur cette thématique vendeur, cette thématique sales. Le processus de vente est déjà plus long aussi que par exemple pour un produit. On parlait des différences avec le produit tout à l'heure. Là, il s'agit comme tu l'as sous-entendu, Bastien, de gagner la confiance de la personne, de prouver la plus-value. Également, quand je dis le processus, c'est même le cycle de vente. Pour nous, de la première rencontre jusqu'à la contractualisation, voire même la mise en production des premiers services, le temps est très long. Et même parmi tout ça, il faut comprendre la problématique du client, lui montrer qu'on ne lui fait pas une réponse copier-coller, parce que si on veut augmenter notre taux de signature, il faut du custom. Et même pour l'acheteur en lui-même, du coup, dans le cas du média pour l'annonceur, finalement, pour lui, c'est une décision hautement stratégique et pas simplement opérationnelle. Il y a tout un process, un cahier des charges, il mène un appel d'offres, c'est une décision qui prend du temps, de l'argent, sur laquelle il ne veut pas revenir tous les 2 mois. Et rien que ça, du coup, il y a un cycle de vente plus complexe à appréhender. Et ne serait-ce que même le panier moyen, on s'éloigne finalement d'autres types de ventes. Ouais. Et un point que tu évoquais, c'est de trouver ça cible aussi. Mais ça, je crois que tu voulais peut-être l'amener. On va en parler, ouais. Et il y a quelque chose aussi, peut-être que dans le service, vous n'avez pas, c'est finalement le produit test ou la démo, enfin le fait de laisser une version démo du produit pour tester. Ça, dans le service, comment vous faites si les gens, justement, ont du mal à vous faire confiance? Vous vous basez sur la preuve sociale de vos clients précédents ou... Là, tu l'as dit, tu es rentré directement dedans. C'est-à-dire qu'il y a un très gros aspect de la confiance dans la vente de services. Tu vois, si on reprend des méthodes de vente, tu vas devoir améliorer la confiance que l'acheteur a en toi, en ton entreprise et en ton service. Et la part de confiance qu'il a en toi, c'est la plus importante. Souvent, 80% de nos signatures, c'est des personnes qui nous font confiance à nous. Pour, par contre, améliorer cette confiance, effectivement, comme tu dis, c'est la preuve sociale. Aujourd'hui, si je caricature, quelqu'un qui ne te connaît pas, la seule chose qu'il veut savoir, c'est ton prix et avec qui tu as bossé. Puisque, en fait, exactement comme tu l'as dit, encore une fois, il ne peut pas savoir. À part tester, mais personne ne fait du test ou un audit, etc. Ou l'audit gratuit, tu vois, ça se fait. Nous, on ne le fait pas chez Grossroom, mais ça va se faire quand tu vas commencer pour prouver ton expertise en réduisant la facture. Effectivement, un outil, tu vois les features déjà, tu peux faire un free trial et voir très rapidement s'il t'apporte de la valeur ou non. Et en plus, il se trouve que nous, c'est un accompagnement qui est encore un peu plus complexe puisqu'on nous attend à la perf. On nous attend sur du résultat. Pas sur toutes les missions. Tu vois, il y a des missions où ça va être de l'intégration CRM HubSpot, où là, c'est carré, on délivre, c'est bon.
dans tous les cas, et d'autres où ça va être d'augmenter la croissance, avec tous les inconnus que ça va apporter. Et donc, en fait, vu que vous n'avez pas un produit palpable, ou même par exemple, je pense au hardware où on peut toucher le produit, le tester, etc., comme le software qu'on peut tester, j'imagine qu'il y a une importance aussi de l'art d'expliquer une histoire, du storytelling dans la vente de services. Totalement. La problématique, elle est double. En plus, sur le rebond de la question d'avant, c'est déjà quand tu achètes un produit, tu as ton produit, tu t'en vas. C'est fini. Le vendeur, tu t'en fiches, tu n'entends plus parler de lui. Et à la rigueur, tu as un service client qui va prendre les réclamations derrière. Nous, le problème, c'est que, premièrement, comme c'est quelque chose de spécifique, de technique et qui se prouve qu'une fois que c'est contractualisé pendant la prestation de service, il faut qu'il y ait le différentiel le plus faible possible entre la promesse et la réalisation derrière. C'est pour ça que là, il y a deux approches où le sales s'implique dans le temps et ne disparaît pas dans la nature. Ça, c'est à l'échelle d'une entreprise, hein, c'est un process important. Ou alors, bien évidemment, et classique de la vente, ne pas mentir, ne pas vendre de la poussière d'étoiles, etc. Et pour justement rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, c'est la preuve sociale, c'est le plus important, mais je crois justement que je perds le fil de ta dernière question. Excuse-moi, Alexandre. L'art du storytelling, en fait, Ouais. l'importance du storytelling dans vos présentations clients. Ben alors là, tu touches ce point qui est important. Dans la prestation de service, le héros, le personnage principal, c'est la personne à qui tu veux vendre. Ce n'est pas toi, ce n'est pas l'agence média, ce n'est pas l'agence de gros hacking. Bien sûr, on parle de nos références clients. Bien sûr, on parle de ce qu'on sait faire. Pourquoi est-ce qu'on est des experts, pourquoi on est les meilleurs. Mais celui qu'il faut faire briller, le personnage principal, c'est tout simplement l'acheteur. Et derrière ça, nous, on est un peu comme ce grand sage, ce mentor, qui est censé le guider, lui apporter les clés de compréhension. On peut faire un parallèle très facile avec n'importe quel storytelling classique, hein, du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, en passant par Star Wars, là-dedans. Et même dans le storytelling, un point très dur dans la prestation de service, il faut raconter une histoire, montrer qu'on est un techos, mais en vulgarisant le discours. Parce que beaucoup de prestations de service, B2B j'entends, c'est complexe ce qu'il y a derrière. Il y a des chiffres, il y a de la data, il y a des régies, il y a des outils, c'est ultra obscur. Et il faut quand même lui faire comprendre ce qu'on va faire et pas juste, je vais prendre ton argent et je ferai un truc. Oui, bien sûr. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que tu vois, on a deux styles d'approche différentes avec Lucas. C'est que Lucas va plus amener le prospect dans le storytelling, dans l'histoire. Moi, je veux plus avoir un côté data, chiffre. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que selon le prospect, on peut l'emmener dans des endroits complètement différents, selon sa typologie. Et en fait, il y a des gens qui sont plus au côté émotionnel et d'autres qui sont beaucoup plus rationnels. Et ça, encore une fois, il faut l'identifier très rapidement. Ton discours, il n'est pas du tout le même. Il y en a que ça va être des enjeux business auxquels tu dois répondre. D'autres, ça va être des enjeux beaucoup plus techniques. Ouais. Très bien, écoutez, on a fait déjà une bonne première partie sur les différences entre produits et services. On a parlé de storytelling, on a parlé du cycle de vente. Est-ce qu'il y a peut-être, avant qu'on passe au sujet suivant, d'autres différences ou points communs que vous voyez? Il y a une différence, c'est à quel point tu peux t'éclater aussi dans la vente de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de développer un nouveau service. On fait des formations, on monte en compétences, on teste sur un client en étant hyper transparent, en disant voilà, on teste ce nouveau service, tu es en bêta, on ouvre de janvier à mars, est-ce que tu veux en être? Oui, ok, go. Et en fait, tu peux aller sur des territoires inexplorés quand tu as envie pour à la fois jouer sur ton offre, sur ton positionnement business et en fait avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, ça, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. On n'est pas dépendant d'une équipe dev qui malheureusement ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Tu dis que la mise sur le marché d'une offre, elle est plus rapide que si on doit développer un logiciel, de tester un nouveau logiciel où effectivement tu as un temps incompressible de dev, à moins que tu aies une énorme équipe de dev qui a du temps, ce qui est souvent rare ou très cher. C'est ça. Ok. Très bien. Et donc, écoutez, on comprend déjà la différence entre vente de services, vente de produits. Une fois qu'on a compris ça, je suis quelqu'un qui veut vendre du service. Comment je vais définir une offre, trouver un cœur de cible? Quels sont, on va dire, les bons fondamentaux pour ne pas me planter dans de la vente de service? Alors, encore une fois, moi, je me place du côté de quelqu'un qui n'a jamais connu ça, qui n'a connu que de la vente de produits.
Quel conseil vous pourriez me donner et donner aux auditeurs pour quelqu'un qui veut justement, par exemple, créer ou développer une entreprise qui va vendre du service? Ouais, alors là, je m'adresse, je pense, à deux typologies de personnes. La plus grande famille, ça va être tous les free qui se lancent. C'est incroyable le nombre de free aujourd'hui qu'il y a sur le marché de la prestation de service et c'est top. Et après, il va y avoir tout ce qui est collectif qui pop de plus en plus depuis 2 ans. Et bien sûr, ceux qui lancent leurs agences, qui sont souvent des anciens free, qui sont montés en collectif et après en agence. Donc, 3 familles. Ce qui va être important, là, je ne vais pas revenir dessus parce que tout le monde a balayé le sujet, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est souvent ce que tu vas avoir directement parce que tu dis, tiens, je peux avoir un TJM à 800 euros, alors que pourtant, ça ne me paraît pas incroyable ce que je fais. Si, ça l'est. Mais ça, tu mets du temps, je ne peux pas t'apprendre à ne plus avoir ce syndrome-là, ça vient avec le temps et la reconnaissance de tes clients. Et puis on a fait un épisode sur la vente haut de gamme où on a parlé de ça justement, comment avoir une offre premium et réussir à la vendre. Ouais. Ouais. Super. Bon, top sur ça. Le vrai sujet, c'est à quel point tu vas réussir à faire des choix forts pour ne pas plaire à tout le monde et ne pas prendre toutes les opportunités. Tu as une expertise, je te prends un exemple, je ne sais pas, tu fais du Webflow, donc tu fais de la création de sites web sur Webflow, tu peux avoir tendance à te dire, ben, je vais prendre toutes les personnes qui veulent créer des sites web sur Webflow. Peu importe derrière l'objectif, est-ce que c'est du B2B, du B2C, de l'e-commerce, que du blog, du média ou autre, je prends les projets. Alors, ce n'est pas une mauvaise strat au début, parce que de toute façon, au début, tu es obligé de prendre un peu tout ce que tu as pour te faire les dents. Mais arriver très vite, tu dois prendre le parti de te dire, je vais me spécialiser. Sans forcément trop t'enfermer, mais tu dois te spécialiser parce que ça demande un travail qui est beaucoup trop compliqué, de te réadapter à chaque business de tes clients, même si toi, tu pousses la même presta. L'interlocuteur est complètement différent, il a des attentes différentes, les tailles des comptes. Aujourd'hui, nous, on le fait parce qu'on sait le faire, mais ça peut être compliqué quand tu te lances. Mais de parler à la fois à un entrepreneur seul qui vient de lever des fonds et à un groupe du CAC 40, tu ne fais pas du tout les mêmes ventes. Mais pas du tout. C'est un grand écart qui peut être compliqué au départ. Donc, nous, faut se dire, je vends que du Webflow à des startups prélevées. Je comprends leurs besoins et je comprends aussi les enjeux de leurs besoins. C'est vrai que la question du positionnement de sa cible, etc., c'est quelque chose qui revient souvent quand on développe une entreprise. Et c'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression de se retirer d'un certain marché. Mais c'est un exercice qui est quand même fondamental. Et comme tu l'as dit, on peut se spécialiser sur un secteur, sur une taille d'entreprise, sur une technologie. Et plus on sera spécialisé, et plus on sera reconnu dans ce secteur. Ouais. C'est ça. Le cas, Ouais, pardon. Vas-y, Non, non, Bastien. en fait, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il n'y a jamais, tu peux toujours faire un retour en arrière aussi. C'est pas parce que aujourd'hui tu es hyper niché que tu vas pas pouvoir ouvrir ton scope et repartir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est vendre à une typologie précise de décideurs et d'entreprises. La deuxième, ça va être aussi quelle expertise tu vas pousser. Est-ce que tu veux faire de la niche dans ton expertise? Donc, c'est-à-dire, imagine, tu veux être RevOps ou quelque chose de mainstream comme du copywriting. En allant, enfin, ce choix, il est hyper important, puisqu'en fait, ce n'est pas des marchés identiques, mais complètement différents. Les paniers moyens ne sont pas du tout les mêmes. La typologie de clients, ce n'est pas les mêmes. Les relations que tu vas avoir, ce n'est pas les mêmes. L'idéal, aujourd'hui, c'est d'augmenter son panier moyen. Moi, je le vois, les prestataires qui cartonnent, c'est ceux qui arrivent à vendre plus cher parce qu'ils ont atteint un niveau de niche et d'expertise plus importante et d'avoir moins de clients. Et ça, souvent, je le recommande, c'est augmenter votre panier moyen. Faites l'exercice parce que souvent, le seul frein à l'augmentation du panier moyen, c'est vous-même. C'est ce frein, ce côté imposteur. Et en fait, tu te rends compte que tu augmentes, ça marche toujours aussi bien. Et tu te dis, tiens, ça fait 2 ans que j'aurais pu le faire et j'ai jamais testé. Mieux vaut des fois se dire, OK, je l'ai peut-être un peu trop augmenté. Je me rends compte que là, c'est compliqué, mais au moins, tu as trouvé ton prix d'équilibre. Lucas, tu veux ajouter quelque chose sur cette histoire de niche et de panier moyen? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Même beaucoup des sujets de base retrouvent beaucoup de choses que tu as pu aborder avec tes invités, Alexandre. Ouais. On reste finalement, c'est peut-être un des points qu'on va recouper avec le produit ou de manière générale quand on crée une marque, un positionnement, une cible, un marché. On est sur l'économie et du marketing assez traditionnel de ce côté-là. Pas oublier les classiques. Très vite, dans la prestation de service, on peut s'envoler très loin.
il faut quand même répondre du coup à une demande, avoir un positionnement, ne pas partir dans tous les sens, et c'est ce que tu as très bien défini. Et généralement, une fois qu'on a sa cible, son marché, son offre, au lieu de des centaines de milliers de canaux d'acquisition différents, on privilégie 4 à 5 grands maximum. Et par contre, on fait des petites pépites, des couteaux très bien aiguisés, plutôt qu'essayer de noyer d'informations sur trop de canaux, quoi. Ça, c'est un point qui est hyper important sur lequel je ne suis pas revenu, c'est aussi savoir dire non à son client. Tu es venu pour une presta, je t'ai proposé cette presta-là. Tout ce qui va sortir du scope, alors ça ne veut pas dire d'être hyper fermé, mais te dire là, non. Là, soit c'est un upsell, soit ça sort de ma catégorie. Je te le dis, je suis honnête. Par contre, je peux te pousser un partenaire. Parce que ce n'est pas mon cœur de cible. Et pas de tout prendre directement parce que c'est ton client, c'est les premiers, je vais tout accepter, je vais tester. Ouais, et sur ce sujet de augmenter le prix moyen, je pense que c'est lié aussi à la spécialisation, c'est-à-dire que plus on sera niché, plus on sera spécialisé, plus on aura des facilités à monter son prix parce qu'on sera un peu unique sur la spécialisation qu'on a. Ouais. Et plus on sera mainstream et plus on sera en concurrence avec d'autres personnes aussi. Donc je pense que la question est liée. Et pour savoir dire non, je pense que c'est un bon exemple. Moi, c'est vrai que pendant un moment, sur le podcast, j'essaye de parler à tous les vendeurs et du coup, c'est pas forcément niché. J'ai fait le choix de parler de la vente en général. Mais en fait, parfois, je me fais démarcher par exemple, des grands groupes. Et moi, mon expertise, c'est plus sur des boîtes, des startups, des boîtes qui sont en développement jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires. Et du coup, récemment, je l'ai mis quand même dans mon profil. Donc, je peux aider les boîtes de 0 à 1 million de CA. Et au-delà, effectivement, je vais orienter vers d'autres partenaires et être apporteur d'affaires. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai fait récemment, auquel c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais je ne suis pas forcément identifié clairement sur mon profil LinkedIn, parce que le podcast est quand même très mainstream, très généraliste sur le sujet vente. Voilà. Donc, c'est un bon conseil, savoir dire non. Ouais. Très bien, bah, donc on a déjà pas mal de choses, hein. On comprend qu'il faut réfléchir sur sa cible, sur son positionnement tarifaire et sur le panier moyen. Ensuite, une fois qu'on a ça, comment vous allez procéder dans votre phase de votre cycle de vente? J'imagine qu'il y a des choses qui vont être similaires à la vente de produits, quoique on va découvrir comment vous vous y prenez. Bah, si là on en était à l'acquisition, ça veut dire que maintenant tu as ta piste, tu as ton lead, tu as de quoi, ça y est, présenter tes premières armes à ton prospect. Et du coup, ça a ce statut-là. Bah, clairement, dans la prestation de service, là on arrive dans, appelle-le comme tu veux, le brief, le call de découverte, la première étape, ça va changer d'une boîte à l'autre. Mais pendant cette grande phase de découverte, ça ne sert à rien de basculer dans le too much. Et il faut identifier si déjà c'est plus un premier point de contact de la curiosité et ne pas trop pousser la casquette sales et plus se présenter qui on est, ce qu'on fait. Bon, très souvent, si tu as des bons canaux d'acquisition, tu peux déjà te positionner en tant que vendeur. Et donc là aussi, faut provoquer la vente, il faut donner envie. Mais je rejoins ce qu'on disait, il faut aussi savoir être assez ferme. Et là-dessus, du coup, plusieurs conseils, je pense, pendant ce premier call, cette première phase de découverte, que ce soit en physique ou en visio, à l'ère post-crise sanitaire. Déjà, il faut obtenir, je pense, tous les critères de décision. La personne qui échange avec toi, elle fait le tour de la place, que ce soit un AO un appel d'offres bien structuré ou juste une envie de trouver un prestataire de service. Donc, il faut obtenir leurs critères de sélection et potentiellement les hiérarchiser. Est-ce que ça va être le pricing, le niveau d'expertise, des bonnes références, de la mise en relation client, savoir si on s'adresse aussi aux décisionnaires. Un point ultra important, et si ce n'est pas le décisionnaire définitif, ce qui est souvent le cas lors des premières rounds d'échange avant la vente, s'assurer qu'on puisse l'atteindre. C'est ultra important parce qu'eux aussi, ils ne seront pas sensibles à la même chose. Bastien, tu l'évoquais tout à l'heure, certains, on va leur parler chiffres, combien ça coûte, combien ça rapporte. D'autres vont préférer le storytelling. Certains sont plus des techniciens. Donc voilà, bien mapper qui est qui, mais essayer d'atteindre le décisionnaire. Toujours peut-être dans cette phase de découverte, bien sûr, ils ont des besoins, ils ont des enjeux. Ça, on retrouve comme avec le produit. Il faut proposer la bonne réponse à tout ça. Toujours de manière fluide. La mitraillette à question avec le good cop, bad cop, c'est rarement efficace. Et voire même préparer son entretien en amont. Et là, ça, c'est un point que beaucoup de sales oublient, je pense. Aller checker le LinkedIn de son interlocuteur, leur site web, les dernières actualités, les recrutements qu'ils ont en ce moment, et guider le call. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Beaucoup de sales, vendeurs se font malmener. Il faut sortir du lot, positionner comme un expert, savoir de quoi on parle, pas être qu'un simple vendeur, mais guider le call. Pas être autoritaire, mais guider ça.
Finalement, là, sur la phase de découverte, bon, ça, c'est assez similaire à la vente de produits, de logiciels, de SaaS. Mm. Je vois peut-être un intérêt pour la vente de services, c'est que quand on vend du SaaS, on peut avoir cette objection, lors de la phase de découverte, bon, montrez-moi rapidement votre produit, moi je veux une démo du produit rapidement et cetera et du coup, il faut savoir réfréner les ardeurs et dire: «Attendez, il faut que je vous pose des questions pour vous montrer les bonnes fonctionnalités et cetera». Et peut-être que dans la vente de services, vous avez moins ce type d'objection, qui vous demande de vous montrer quelque chose, ouais. Mm. Tu peux l'avoir sous une autre forme qui est directement expliquez-moi qui vous avez accompagné en startup dans la santé sur tel et tel. Tu vois, ça va être une façon de dire avec qui vous avez exactement bossé dans le Ouais. domaine. Ça, c'est un biais qu'on retrouve beaucoup, un biais de marché d'avoir son concurrent ou un acteur semblable pour se dire, OK, si l'agence a accompagné tel acteur, ça me rassure. Ça, ils l'ont tous, alors que ça veut rien dire selon moi. Ce qui est hyper important, c'est encore une fois ne pas avoir peur de disqualifier. J'ai l'impression de te dire en fait plutôt comment ne pas vendre plutôt que comment vendre, mais c'est quelque chose, même moi personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à dire non. Et en fait, tu as une position déjà qui est expert en disant non, vous, je ne vous prends pas pour telle et telle raison, raisons qui peuvent venir à changer, mais surtout parce que tu peux très très vite te retrouver avec un pipe énorme où tu n'arrives pas à faire sortir de clients. Donc, tu as du lead, certes, mais comme il est peu qualifié, moyennement qualifié et qualifié, et que tu t'y retrouves pas, Mm. ça te fait une perte de temps. Temps que tu aurais pu en fait allouer à des projets sérieux que tu aurais identifiés, que tu aurais beaucoup plus préparé. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne. C'est mieux vaut des fois perdre un client sur le trimestre, mais au moins être concentré sur les plus importants que de tout prendre et en fait te retrouver avec un taux de Ouais, transformation hyper clairement. bas. Et autre élément aussi, donc c'est guidé. Ça, c'est hyper important. Par exemple, quand tu arrives sur un call chez Grossroom, on t'explique directement comment le call va se passer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et en fait, tout va être dicté. J'ai eu un prospect un jour qui m'a dit à un partenaire, c'est un prospect qui m'avait été envoyé par un partenaire, elle avait dit chez Grossroom, c'est militaire. Donc, je n'ai jamais su si c'était positif ou négatif, mais l'idée, c'est de te dire, on a une méthode, on sait en fait pourquoi on va te poser ces questions. C'est pour ne pas te faire perdre de temps et très rapidement te dire, est-ce qu'on peut, oui ou non, t'apporter de la valeur et laquelle. Et là, j'en viens à la dernière étape qui est la next step. C'est aussi hyper important. Il y a beaucoup de call sales qui se Mm. finissent sans vraiment savoir qui doit faire quoi, à Ouais. quelle échéance. Donc, il faut être vraiment très clair sur sa next step. OK, on refixe un rendez-vous dès maintenant. On se voit mardi à 14 heures pour un go-no-go. Ou je vous envoie un mail de follow-up dans lequel je vous demande vos disponibilités ou vous m'envoyez des éléments pour que moi, Mhm. je puisse améliorer ma Carrément. proposition ou des accès audits de compte ads ou autre. Mais être hyper ferme là-dessus. Parce que si tu commences à être flou, le prospect ne te répond plus trop, tu as du mal à l'avoir au téléphone, c'est très compliqué. Mm. Ouais, savoir engager dès les Mm. premières étapes. Ouais. Bon, mais écoutez, ça c'est effectivement un conseil qu'on qu'on a aussi dans la partie, logicielle. Mm. Dans votre activité, votre cycle de vente, c'est donc rendez-vous découverte, next step, rendez-vous de négociation, c'est ça? Ou vous avez d'autres, On a étapes? d'autres Mm. on a d'autres étapes, ça va dépendre en fait du besoin. Imaginons que c'est un besoin qui est particulièrement sur la partie paid media. Souvent, on va aller regarder les comptes. On va ouvrir un Donc call capot, audit? Ouais. audit, Mm. pour dire, OK, là, on peut se positionner parce qu'il y a tel et tel élément à venir optimiser, telle stratégie à refondre, etc. On passe rarement de premier call de qualif à directement en proposition, sauf si OK. c'est hyper limpide, qu'on connaît vraiment très bien le marché, l'acteur, et en fait, on va pouvoir bosser sur une proposition. Je pense peut-être que les points clés, si tu veux différencier un peu avec les SaaS ou d'autres choses, c'est que contrairement à d'autres types de ventes, c'est une des rares façons de pouvoir mettre les mains dans le cambouis chez la personne qui achète. C'est pas toi qui présente quelque chose, un produit, un logiciel ou autre. C'est à toi d'aller démontrer que à date, c'est mal fait ou pas assez bien fait chez la personne qui est censée te donner de l'argent plus tard pour justifier ta future plus-value. Donc c'est comme si le risque est là, il faut critiquer ce qu'on a en face pour justifier que nous, c'est mieux, mais sans non plus descendre. Après, là, on pourrait te parler du média, du gros hacking ou autre chose. J'aime bien l'idée peut-être au B2B global, à la prestation de service, chacun pourrait s'y reconnaître. Mais il y a ce pas qu'on fait chez l'autre. Et tu parlais aussi du cycle. Il y a effectivement la première phase de découverte.
Et avant l'étape du closing ou de la négociation, tu en as plusieurs. Bastien disait à juste titre, parfois il est même nécessaire de faire un deuxième call afin de clôturer la phase de découverte. Tous les tenants et aboutissants, tous les points clés qu'on n'a pas réussi à avoir, quels sont leurs besoins et leurs enjeux, quels sont leurs deadlines et échéances, qui est le décisionnaire, quelle est leur enveloppe budgétaire, face à qui je suis en compétition aussi, est-ce que ça vaut la peine de me positionner, par exemple, sur un appel d'offres. Et seulement quand on a vraiment tous ces éléments de la phase de découverte, il y a quelque chose qui est clé. On entend beaucoup parler dans la pub, mais c'est pas que dans la pub, c'est le pitch ou la soutenance. C'est le moment où on démonte sa proposition de valeur stratégique et l'offre commerciale. Et je pense que c'est un peu là où c'est le climax de la vente pour un vendeur en prestation de service. Et j'entends B2B, bien sûr, encore une fois. C'est là où tu t'éclates parce que tu as passé tellement de temps à la préparer, à bosser, à te casser la tête dessus, que quand tu arrives le jour J, tu es prêt, tu as envie de délivrer et voir rapidement, OK, ça passe ou ça casse. Et c'est ça qui est hyper excitant et qu'on ne retrouve peut-être pas sur la vente SaaS. Alors, quand je dis SaaS, il faut faire attention parce qu'il y a du SaaS complexe aussi. Bien sûr. Ouais. Dans SaaS complexe, on retrouve beaucoup plus ce cycle de vente plus compliqué, plus long. Et vous utilisez certaines méthodes de vente parce que effectivement, Lucas, j'ai pensé à certaines méthodes de vente quand tu m'as donné un peu tous les points que vous abordez. Est-ce qu'il y a une méthode que vous utilisez particulièrement? Il y a une méthode de vente de style Bant, par exemple. Ok. Ouais, on en a une qu'on ne formalise pas forcément. On va déjà s'adresser pour être sûr d'avoir le bon interlocuteur, s'assurer que c'est compris dans les 30 minutes du call de découverte, que tu es cadré au niveau de la forme. Et après, notre stratégie, ça va être de jouer entre tous les faits qu'il va pouvoir nous donner et les pain points. Et ça, c'est hyper important parce qu'on parle souvent de pain, on entend partout ce mot pain, mais c'est pas si facile d'avoir un vrai pain. Il y a des gens qui vont te dire oui, j'aimerais avoir plus de leads. Ok, mais ça, c'est pas un pain. Ça, c'est un besoin. C'est quoi ton pain? Pourquoi tu as besoin de ces leads-là? Et en fait, quand tu vas creuser, c'est parce que en fait, j'ai 5 commerciaux qui n'ont rien à faire. Ça me coûte super cher, ça mine le moral. Avant, ça marchait super bien. Là, on avait une levée et en fait, on a dû l'arrêter parce qu'on n'a plus assez de traction. Voilà, il faut aller chercher du pain. Et le pain, le décideur ne vous le donnera pas facilement. Parce que c'est un peu, faut pas se mentir, ouvrir un peu son cœur, rentrer un peu dans l'intimité. Ça fait que 15 minutes qu'il vous connaît. Et en plus, si c'est vous qui l'avez prospecté, c'est un peu plus difficile. Mais il faut arriver avec ce pain en étant des fois hyper direct. Ok, dites-moi, c'est quoi vous pose bien problème sûr, pas avoir peur de challenger ou de mettre les pieds dans le plat. Ouais. Puis tu parlais, Alexandre, de peut-être des techniques de vente. Je pense que c'est quasiment les mêmes techniques que pour tout type de vente, mais par contre qui ont une chronologie et une durée différente. Exemple, pendant mes années étudiantes, moi j'étais vendeur en boutique dans les surfaces de vente et il fallait, tu vois, la caractéristique du produit que j'avais dans les mains, quel avantage ça apporte, parce que c'est super de te dire que c'est pas qu'une poêle elle a un revêtement anti-adhérent. Yes, c'est chouette, mais l'avantage c'est que du coup tes plats ils collent pas au fond de ta poêle et derrière peut-être une preuve. Et tu vois, et ce principe de base, caractéristique, avantage, preuve, je crois que même qu'on le retrouve dans les premiers livres post-bac. Caractéristiques, avantages et quels bénéfices, par contre, ici sur le service, on a derrière. Et en respectant ce schéma, déjà, on est cadré, on arrive à être relativement succinct et tu peux capter l'attention de n'importe quel interlocuteur. Le décisionnaire, CEO ou autre, caractéristique, l'avantage et le bénéfice. Concrètement, parle-moi argent, qu'est-ce que j'y gagne derrière? Alors que caractéristique et avantage va plus parler au middle management ou aux techniciens qu'on a en face. Et une autre peut-être technique aussi, là-dedans, c'est la vente finalement, elle se fait surtout pendant le pitch, puisque derrière, c'est une négociation. C'est les contrats, les petites lignes, l'échéance, les coûts. Au fond de lui, la personne saura déjà si elle veut ou non travailler avec nous, mais est-ce que les planètes seront alignées? Du coup, là, la technique de vente, elle va plutôt, pour moi, aussi résider sur se faciliter le travail de la négociation, qui est post-pitch, post-soutenance. Et donc là, avoir le plus d'accords partiels, poser un maximum de questions ouvertes pour le forcer à répondre, à préémettre des potentielles futures objections. Et comme ça, on brûle les différents ponts qu'il pourrait réavoir plus tard. Est-ce que c'est clair? Oui, non. Est-ce que ça correspond à ses attentes? Oui, non. Mais des questions assez larges. En fait, on va souvent jouer une méthode un peu du yo-yo qu'on fait chez Grossroom entre problématiques business, solutions business, problématiques techniques, solutions techniques. Et l'idée, c'est toujours de rejoindre dessus et pas juste de s'enfermer dans voilà ce que techniquement je vais faire pour vous opérationnellement. Et en fait, en décorrélant un peu le côté qu'est-ce que je vous apporte. Tu
vois. Entre je t'apporte du lead qualifié que tu vas pouvoir transformer à partir de temps parce que tu as un taux de transfo de 12% en moyenne, à je vais aller faire du scrapping avec des scripts que j'aurais développés, je vais faire de la prospection multicanal, A/B testing. Tu vois, c'est deux choses qui, si tu vas trop dans l'un ou dans l'autre, tu peux perdre le prospect. Il faut sans cesse faire le yo-yo pour amener sur des problématiques techniques et des solutions business. Ok, bah écoutez, je ne connaissais pas la méthode yo-yo, donc C'est nouvelle méthode de vente. fait maison, ça, Alexandre. Je sais pas si. D'accord. Je pense pas que tu vas le retrouver dans un livre. Je ne vais pas le retrouver sur le blog de HubSpot. Peut-être s'il nous écoute. Ouais. Bah, écoutez, très bien, on arrive à une quarantaine de minutes d'interview. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet de la vente de prestations de services avant qu'on passe aux questions de la fin? Je vais les faire très rapide, mais autant finir peut-être le process de vente, Ouais. mais succinct, parce que là, on va encore une fois peut-être refaire le lien avec d'autres types de ventes. Tu l'as remarqué, en fait, tout se joue finalement au début, les grosses spécificités, dans le mindset, la manière d'interagir avec son interlocuteur. Mais si on finit le process, du coup, là, ça y est, on a proposé notre valeur ajoutée technique, et c'est ça qui manquait au service, une compétence technique pour leur faire dégager du temps. Et donc là, on arrive dans la partie, et après, il y a la proposition commerciale, et la phase de négociation, elle est là. C'est, je suis trop cher, pas assez cher, ça te plaît pas? Est-ce que tu as eu un meilleur fit humain avec l'autre personne qui se positionnait sur ton appel d'offres? Et donc là, c'est important dans cette phase de closing d'éviter les erreurs types. Et ça, beaucoup de sales juniors le font. Et pourtant, on se forme à être sales, je pense, tu vois. Et c'est au fur et à mesure de sa vie. Et c'est des vraies techniques, comme pour n'importe quel métier. Et les erreurs de base que beaucoup de sales font, même après 5-10 ans, tomber dans le surargumentaire. On met une objection en face. Et oui, mais parce que ça va être vachement bien et parce que les autres, ils sont d'accord. Et... Non, on est assez serein, on est solide sur ses appuis. Un ou deux arguments pour répondre à l'objection. Et pas la peine de se noyer dans la durée. Parce qu'après, on se mord la queue, on paraphrase, ça n'a plus aucun sens. On est ferme, on sait ce qu'on annonce. Toujours aussi challenger quand on nous pose une question. On répond avec une question ouverte. Alors, technique un petit peu politique, traditionnelle, tu me diras, Alexandre. Mais ça permet bien sûr de prendre le temps de la réflexion et d'affûter la vraie réponse qu'on va apporter derrière. Et puis après, on est ferme, peut-être. Le dernier point, c'est si dès le début, on s'est bien positionné, dès ce qu'on disait plus tôt dans ce podcast, il y a peut-être aussi un rapport à son prix, Ouais. je pense, dans tout ça. Ouais, sur le prix, attention à ne pas le baisser encore une fois trop facilement. Parce que souvent, tu as des acteurs qui sont un peu plus chevronnés en face de toi, qui ont l'habitude d'acheter. Toi, tes vendeurs, ils vont négocier le prix. C'est le jeu. Il faut s'y attendre. Donc, il faut s'y préparer soit en amont, tu sais directement, soit tu es un peu pris de court. Et dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer et te dire toujours, est-ce que je suis en adéquation avec mon prix? Si tu sens que tu ne l'es pas et que tu as un peu le syndrome de l'imposteur, tu vas le baisser directement. La première négociation, tu le baisses. Non, il faut être à l'aise, savoir le justifier. C'est rarement une question de prix, en fait. C'est plutôt, je n'ai pas réussi à faire comprendre à mon interlocuteur la valeur de ma prestation. Il faut vraiment plutôt se poser la question de ce côté-là, plutôt que de dire je vais le baisser. Parce que payer 2500 euros pour un service moyen et payer 500 euros pour un service médiocre, même 500 euros, on va vous attendre au tournant. Ce n'est pas parce qu'on paye moins cher qu'on s'attend à un travail de moins bonne qualité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très vite dans la prestation de service. C'est qu'on n'est pas moins indulgent parce qu'on paye moins cher. Tu vois, Donc, augmentez le prix, dans tous les cas, on vous attendra toujours au tournant de la même façon. Ne baissez pas vos prix, sauf si c'est justifié. Par exemple, si tu sais que dès le début, tu as un acteur qui est plus petit que ce que tu as l'habitude de traiter, tu sais qu'il a moins de fonds. Si tu as accepté le call avec lui, qu'il te l'a dit et que tu continues le process, tu sais que tu as une marge de négo. Parce que peut-être, toi, ça te fait kiffer d'accompagner une boîte plus petite pour la lancer, la suivre par la suite. Voilà. Mais sinon, pas directement baisser, ça on le voit souvent. Et deuxième point, l'importance des relances. Ok, tu as fait ton pitch, ok, tout s'est bien passé. Il faut closer maintenant. Tu peux très vite en fait, oublier ton prospect parce qu'en fait, derrière, il y a un nouveau qui arrive. Et tu vas te reconcentrer sur le nouveau. Et alors, soit tu as tes séquences automatisées sur HubSpot qui envoient, et là c'est nickel, tu fais attention qu'ils ne passent pas à travers, soit tu fais vraiment, encore une fois, des next steps, même dans le post-pitch. Et souvent, on va te dire, non, attendez, je dois en discuter avec mon associé, on ne sait pas trop quand. Pas de souci. On pose quand même un checkpoint, quitte à le déplacer. Tu les colles de près. Et comme ça, en fait, lui-même va dire, désolé, je ne suis pas dispo parce qu'en fait, on n'a pas eu la réunion avec tes associés. Et en fait, tu restes dans leur tête et tu restes un peu dans leur décision.
Donc voilà, 2 points assez importants. En classique, l'absence de relance des sales. Le trou dans la raquette. Et juste Toi un dernier point, Alexandre, je trouvais intéressant. Lucas, à un moment, tu dis Mhm. on se forme à être sales. Ouais. Et je trouve que non. En tout cas, moi, Ah, c'est un débat sans fin, ça. ouais, c'est un vrai débat. Je trouve que sales, c'est un métier où la porte d'entrée est grande ouverte. Tout le monde peut devenir sales. C'est un métier qui est à forte tension aujourd'hui. Et du coup, c'est un peu comme le growth marketing. Tu as des très bons et tu as aussi beaucoup de mauvais. Et c'est pas forcément leur faute. C'est juste, on t'a mis un casque, on t'a dit de lire ce script et bon courage. Et en fait, tu vas jouer sur le volume. Et souvent, tu es très peu formé. Je connais très peu de sales qui se forment à des méthodes de sales. C'est peut-être un peu moins vrai sur les gens qui t'écoutent, parce que déjà, ils sont dans cette démarche voilà, d'écouter les héros de la vente. Mais sinon, tu fais le tour, spécialement, moi je connais un peu plus le milieu des startups, très peu sont formés. Ils ont Ok, bon, commencé on sales se parce rejoint que, finalement ouais, sur le point de vue. oui, ce point de vue, mais ils ne sont pas formés, ils sont formés par Oui, c'est le une terrain. lacune. C'est Oui, une vraie lacune. c'est une Là-dessus, je vraie te lacune. rejoins. Ouais. Ouais, tu as une statistique que je cite souvent du cabinet Up2 qui dit que 2 tiers des commerciaux en poste en France maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Donc c'est une réalité. C'est aussi pour ça que tu as de plus en plus de formations un peu 2.0 sur les commerciaux qui apprennent les techniques récentes, dont celle dont vous avez parlé lors de cet épisode. Ouais. Totalement. Alors très bien, écoutez, on va passer aux questions de la fin. Donc c'est des nouvelles questions, tiens, je vais les tester, vous allez être mes cobayes. J'ai changé un peu mes questions de la fin, donc Let's j'espère go. que ça ne vous fait pas peur. Envoie. Donc j'avais l'habitude de demander à mes invités quels sont les outils, quels sont les contenus que tu me proposes, et tes routines, etc. Je vais vous poser une question un peu plus compliquée. C'est quelles sont les choses ou la chose sur lesquelles vous avez passé beaucoup de temps et que je devrais éviter? Qui veut répondre à cette question? Je te laisse commencer pour que je puisse formaliser ma réponse. Et du coup, je fais Vas-y. l'inverse. Non, non. La chose, on a passé beaucoup de temps et on a mis du temps. Et que tu me conseilles de ne pas le faire. Ouais, bien sûr. À ne pas faire C'est ça. donc une erreur. Que vous avez faite. Ouais. Clairement, Comment faire gagner du temps à ceux ouais. qui nous écoutent ou aux futurs sales, quoi. Tu vois, je vais me répéter, mais moi, s'il y avait une chose à retenir de ce podcast, ce serait ça. C'est vraiment disqualifier. C'est hallucinant comment ça peut changer ta façon de vendre, de t'impliquer et de ne pas avoir ce côté frustrant de te dire j'ai un taux de transfo bas. Non, c'est pas que tu as un taux de transformation bas, c'est que tu ne qualifies pas. Tu veux tout. Ça, c'est disqualifié ou qualifié. Ou qualifier, oui, mais ne pas, oui, on peut le voir. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait. J'ai fait trop tard. Pas trop tard, on n'est pas non plus hyper vieux. Mais voilà, j'aurais fait plus tôt, j'aurais gagné du temps. Ok. Et toi, Lucas, c'est la même chose ou tu as autre chose en tête? C'est une très bonne question, je pense. Très riche. Non, quelque chose que j'ai fait pendant beaucoup trop longtemps. Moi, le problème venait. J'ai toujours aimé pitcher, justement, défendre, argumenter. Peut-être être plus focus. Tu vois, straight to the point, c'est quelque chose que j'ai du mal à combattre mon caractère, ma personnalité là-dessus. Tout à l'heure, je te disais les top 10, enfin, top des erreurs à éviter, tu vois. Et oui, le blabla pour du blabla, ne laissons pas aux gens l'opportunité de te mettre la casquette commerciale vendeur de tapis. Donc, besoin d'être plus expert, connaître par cœur ce que tu vends, sans être bien sûr la personne qui exécute derrière le service. Mais voilà, se monter en compétence sales, parce que c'est un métier à part entière, mais se former en parallèle sur ce que tu vends, ne pas être décontenancé. Et pareil, savoir être synthétique. Ouais. De toute façon, plus tu parles et plus tu tends le bâton pour Exactement. avoir des objections. Hein. Donc, très bien, bravo pour cette réponse très claire. Alors, les prochains seront préparés, ouais. Alors, ma deuxième question, c'est un peu la même question, mais pas vraiment sur une action, mais plus sur votre état d'esprit. En gros, quel changement d'état d'esprit vous avez fait trop tard? C'est un peu une question qui ressemble à la première, mais plus sur un état d'esprit, un mindset qu'une action. La qualification. Non, je rigole. Celui qui est bloqué là-dessus. Moi, j'ai appris un truc chez Grossroom, et ça, c'est grâce à Sacha Azoulay, notre CEO. C'est le focus. Je suis arrivé chez Grossroom, je faisais des trucs, parce que tu pouvais tout faire. Donc, je faisais tout. Tu vois, je suis arrivé en 2e mois, j'ai organisé un tournoi de Five avec 16 startups. On était 160.
pas vraiment de lien avec le growth marketing, mais je me disais, tiens, ça peut être sympa parce que peut-être que je pourrais faire du business. Ça a été un événement incroyable. Je n'ai pas fait de business, mais c'était hyper cool. Ça, typiquement, c'est pas dans ma fiche de poste. C'était pas le moment peut-être de le faire comme ça. Et encore, ça a marché. Si ça n'avait pas marché, j'aurais mis autant d'efforts pour rien. Donc c'est vraiment le focus. Et Sacha me le dit souvent, c'est là maintenant ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il ne faut pas trop s'éparpiller. Tu vois, je te montre juste mes onglets. Je sais que j'ai des prospects, quand ils voient mes onglets, ils prennent peur, mais je dois en avoir 50 ouverts. Merci HubSpot de leur optimisation. Mais j'en ai beaucoup, tu vois, donc c'est vraiment ce focus-là. Elle est vraiment à l'essentiel, tâche par tâche, et pas sauter d'une à l'autre. Ouais, je comprends tout à fait. Je suis de l'équipe aussi des onglets ouverts. Mon ordinateur me maudit pour ça. Et toi, Lucas, tu as aussi un état d'esprit comme ça. Plus simple de répondre à cette question qu'à la précédente. On parlait tout à l'heure du storytelling. C'est clairement ça que j'ai, le mindset que je n'ai eu que trop tard. Il faut qu'on parle du prospect, parlons de lui, parlons du client. Bien sûr, il est là pour en savoir plus sur nous. Et ils vont tous nous poser la question, vous accompagnez qui? Depuis combien de temps? Quel est votre chiffre d'affaires? C'est super. Mais l'histoire qu'on doit lui raconter dans le storytelling, c'est ce que je te disais plus haut, c'est la sienne. C'est super, vous êtes le meilleur. Moi, j'ai besoin de savoir qui va faire de moi le meilleur. Ok. Bon, bah, très bien, on a parlé d'un comportement, d'un état d'esprit. Et là, pour finir, une compétence. Quelle est la compétence que vous n'avez pas que vous aimeriez avoir? Compliqué, je pense qu'on est arrivé au top un peu là. On a fait le tour un peu du game. Une compétence, tu parles d'une compétence comment? Plutôt mindset ou une Ça compétence peut être, ça peut technique? être une compétence technique, ça peut être une compétence comportementale. Moi, j'ai l'attrait, mais comme beaucoup, tu as l'attrait de l'inconnu. Tu vois, j'ai l'attrait, je code un peu, mais on a d'autres équipes ici dans notre bureau où tu vois leur ligne de code. Tout le temps, je trouve ça je trouve ça incroyable. Alors, je suis peut-être pas fou, tu vois, mais ce qu'ils codent à l'instant T, mais le fait de ne pas savoir le faire, ça m'excite énormément. Donc, si je te disais une compétence, ouais, c'est tout l'aspect technique, vraiment code, avec différents langages, et rentrer aussi un peu plus dans le data analyst, de jouer avec des grosses bases de données. Ça, c'est quelque chose, je pouvais être dedans, ouais. Alors c'est marrant parce que beaucoup de commerciaux me disent savoir coder. Tu vois, c'est assez intéressant. Et bizarrement, il y a peu de devs qui aimeraient faire ça vraiment. À réfléchir là-dessus, ouais. Lucas, Lucas, tu me cueilles bien, comme pour la première question, et j'assume ma réponse, je pense, plutôt grise, en demi-teinte. Donc, je crois que j'en ai pas une qui me vient en tête, genre, j'aimerais tellement. Je pense que j'aimerais surtout être meilleur sur celle que je commence à acquérir et à maîtriser. Euh, Tu vois, tout à l'heure, on a parlé des erreurs à éviter, on a parlé des bonnes choses à faire. On a à la fois cette fierté et ce plaisir de participer à ce podcast. Mais comme n'importe quel être humain, le fais ce que je dis, pas ce que je fais, ou applique-le toi à toi-même déjà. Si déjà je revoyais mes basiques et qu'ils étaient plus aiguisés, c'est aussi bête que ça, mais améliorer ma capacité de négo et des choses comme ça. ok. Bah, écoutez, on arrive à la dernière question. Avez-vous quelqu'un à me proposer pour le podcast? Moi, j'en ai un, mais en fait, il est déjà passé. Ah, c'était qui? Et c'est Amine. Amine Ah oui, Chine, Amine, très bien, ouais. qui m'a beaucoup aidé sur pas mal de sujets, sur des sujets même que j'ai évoqués aujourd'hui. Donc, petit coucou à lui s'il nous écoute. J'ai l'impression de passer à TF1. Et, Bientôt. très inspirant, autant sur le côté, tu l'as eu de toute façon, donc autant sur le côté purement sales avec son parcours chez LinkedIn, autant sur le parcours aussi développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, là, on parle du côté, on est des sales, mais on reste aussi, j'ai l'impression qu'on est des monstres, on est aussi des humains, et en fait, tout ça, ça joue énormément. Parce que si tu n'es pas en bonne forme, avec un bon mindset, parce que tu as eu des choses aussi compliquées, c'est dur de vendre. Quand tu arrives au pitch, il faut toujours être de bonne humeur, toujours à fond. Donc tout ça, ça s'entremêle aussi. Comment je développe ma vie perso, ma vie pro. Et il a un super bon mindset, donc je recommande. Si quelqu'un veut se faire accompagner ou sa méthode, c'est hyper cool. Ouais, Amine, très bien. Ouais. Très bon épisode justement sur le rendez-vous de découverte avec lui. Et Lucas, pour clôturer le podcast, tu nous proposes qui? Tu vois, tout à l'heure, tu as évoqué le cabinet Up2.
Moi, dans mes premières années sales, Up2 commençait à faire de plus en plus de bruit et j'ai eu la chance que mon employeur de l'époque avait embarqué les sales pour nous professionnaliser parce qu'en fait, on était des techniciens, comme je te disais, à qui on a mis une casquette de vendeur et il fallait qu'on soit bon et qu'on soit les meilleurs. Du coup, j'avais suivi une formation d'Up2 et du coup, tout simplement, à voir qui dans les équipes, par défaut, je te dirais Didier Perrodin, du coup, qui s'investit pas mal, même dans les contenus de formation qu'il donne, puisque quand c'est pas en présentiel, dans les vidéos, c'est souvent son visage. Euh, et sinon, je pense toute personne senior ou dans leurs équipes, justement, qui forment des commerciaux. Moi, je suis très friand de tout ce qui est snack content, top 10, les meilleurs, les choses comme ça, tu vois, ce genre de trucs qui marchent bien sur YouTube ou autre. Ils arrivent à rendre le truc ultra pédagogique avec des bons moyens et techniques qui te restent. Donc, ouais, je dirais Didier Perrodin ou quelqu'un d'Up2. Ce serait un très bon cas d'école. Ouais, c'était mon premier épisode en 2019 déjà, avec Quentin de Ptou. C'est vrai que Didier, je le connais bien, je pourrais lui proposer pour peut-être le 150e épisode qui arrive très bientôt. Écoutez, merci beaucoup, on a bien respecté le timing. Donc, comment on fait pour vous joindre sur LinkedIn? Ouais, directement LinkedIn, c'est là où on répond. Je réponds pas assez vite sur LinkedIn. Sinon, directement par mail. Par mail, ça va être pour Grossroom. Si besoin d'être accompagné sur du growth en général, Bastien ou lucas@grossroom.co. Attention, on n'est pas en .com. Et sinon, LinkedIn, c'est pour parler de sales, etc. Il y a quelque chose qu'on va mettre en place aussi à partir de 2023. Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais des beer and sales. L'idée, c'est de se regrouper entre sales de plein de boîtes, plein de scale-up différentes, alors une ou deux personnes max, et d'aller échanger sur des problématiques communes. Ouais. Parce qu'en fait, ça va être hyper enrichissant et pour pallier notamment le fait qu'il n'y a pas de formation. Enfin, il y en a qui existent, mais le fait est que peu se forment. C'est comme tout, apprendre tes pairs. Voilà, tu apprends tes pairs, tu vois comment chez HubSpot ça vend, comment chez PayFit ils vendent sur des problématiques peut-être hyper précises, le nurturing aujourd'hui. Et en fait, tu prends une bière ou autre et en même temps tu discutes de tout ça. J'aurais pas dit mieux. Écoute, je viendrai avec plaisir si jamais je suis invité. Hein. Complètement. Bien sûr. C'est mal le premier. Écoutez, merci beaucoup les gars, bonne continuation, belle vente et puis on se revoit bientôt pour d'autres épisodes de podcast. N'hésitez pas à partager la vidéo ou l'audio qui arrive bientôt aussi sur les ondes. Et écoutez, Lucas, Bastien, à très bientôt, bon week-end, on est vendredi soir. Donc, hyper cool, hyper content d'avoir eu l'occasion. Merci pour ton invitation. Parler sur ce podcast. Et à très bientôt et très bon week-end aussi. Ouais, ciao. Faites de belles ventes. Promis. Ciao. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site lesheroesdelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous!